Alors, Julie, Zoé, bonjour. Salut. Bonjour. On est ici aujourd'hui pour parler de différents sujets à propos de la coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue. Je l'ai eu, c'est bon. Premièrement, je voulais parler du 17 mai qui s'en vient, qui est la journée internationale de lutte contre l'homophobie et de la transphobie. C'est bien ça? Tout à fait. Parfait. Bien, pour commencer, qu'est-ce que vous avez prévu de spécial pour cette journée-là? On fait un paquet de choses comme plusieurs années, puis là, surtout on vient en force après les 2 ans de pandémie un peu plus tranquille. On fait présentement la tournée des commerces, entreprises, organismes communautaires pour leur distribuer des drapeaux. À afficher la journée, principalement pour la journée du 17 mai idéalement. Idéalement un petit peu plus long aussi, avant ou après. En fait, on veut vraiment que les personnes arborent le plus possible le drapeau arc-en-ciel. Puis avec ça, le petit kit, on a d'autres petits objets promotionnels aussi à distribuer. Donc, c'est principalement ça. Nous, on demande aux gens aussi de nous envoyer des photos. Donc, sur les réseaux sociaux, on va inonder, en fait, notre page à la coalition là, des photos des personnes qui auront pris, qui seront posées avec le drapeau. Donc, on fait ça. On va aussi, on va lancer une nouvelle publicité aussi pour la journée du 17 qu'on a fait dernièrement. Donc, on fait beaucoup de promotions, sensibilisation. On va avoir un kiosque aussi à l'école La Source, la journée du 17, le midi. Puis en soirée, on a aussi un atelier d'éducation populaire avec d'autres organismes aussi. Donc, on a beaucoup de trucs de prévus pour le 17. Et je vais poser la question à Zoé parce que je sais que ça la concerne directement. Pourquoi c'est toujours nécessaire de faire ces luttes-là aujourd'hui? En fait, de lutter contre l'homophobie et la transphobie, c'est toujours d'actualité parce que malheureusement, encore aujourd'hui, il y a des personnes, là, dues à leur orientation sexuelle ou la différence au niveau de leur genre, vont se faire battre, tuer dans les ruelles encore. Beaucoup d'intimidation dans les milieux de travail, à l'école. Fait que c'est encore important là, de continuer à faire ces luttes-là, justement, parce que les petits pas qu'on fait, c'est des petits pas qui sont faciles à faire de reculons rapidement. Fait qu'il ne faut pas baisser les bras, puis il faut continuer là, à s'impliquer, là, surtout au niveau de la coalition, là, de continuer à faire de la sensibilisation un peu partout là, pour amener un meilleur respect et une meilleure acceptation là, de la diversité sexuelle et de genre là, en région. Juste le mois passé, Kate Lessard dénonçait le fait qu'un pharmacien avait dit des propos transphobes sur sa page Facebook ou en tout cas sur les réseaux sociaux. Là. Donc, je pense que ça montre que même si on est en 2022, il faut continuer ces luttes-là. D'ailleurs, ça m'amène à vous demander pourquoi Coalition d'aide à la diversité sexuelle et non Coalition LGBT, QIA+. Parce que c'est long à dire. Oui. Non, principalement. Bien, en fait, au tout début de la coalition, c'était vraiment la coalition d'aide aux lesbiennes, bisexuelles, gays. Éventuellement, il y a eu le trans aussi qui est... Mais c'est ça, dans le fond, c'est pour alléger un peu le nom de l'organisme, évidemment. Puis pour refléter aussi une meilleure réalité de ce que c'est. Tu sais, on veut pas nécessairement avoir une étiquette. T'sais, oui, par définition, on finit, bon, oui, une personne lesbienne, une personne trans, mais en fait, on fait partie de plus large que ça. Tu sais, on veut défaire justement les étiquettes. Donc, c'est vraiment les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre. Donc, c'est beaucoup, de plus en plus, ce terme-là qui est utilisé. Là, le nom de l'organisme est encore actuel, bien qu'il n'y ait pas de genre à l'intérieur, mais ça l'englobe vraiment toutes les personnes des diverses orientations sexuelles et d'identités de genre différentes. Ça peut être rassurant pour monsieur, madame, tout le monde d'avoir des étiquettes, justement, de dire, OK, moi, je suis ça, toi, t'es ça, mais dans les faits, c'est plus complexe que ça. Les gens ne se définissent pas juste par leur sexe ou par leur orientation sexuelle, donc ça peut être intéressant, justement, d'avoir une ouverture comme celle-là au niveau du nom. Là. Ben oui, tout à fait. Puis c'est juste une petite partie de ce qu'est une personne, tu sais, que comme plein d'autres, bon, oui, je peux me définir lesbienne, mais je suis aussi une maman, tu sais, je suis aussi une amoureuse. On a plein d'autres étiquettes qu'on pourrait mettre. Donc, c'est pas obligé de mettre l'emphase toujours là-dessus. Là. Et là, j'ai envie de parler de l'impact de la pandémie sur la coalition. Ça a été quoi les effets que ça a pu avoir au niveau des personnes trans, gays, lesbiennes, et je ne les nommerai pas tous, là? Bien, c'est sûr que malheureusement, on a vu un isolement de plus en plus grand chez les personnes de la diversité sexuelle et de genre, parce que bon, c'est déjà des personnes qui pour X raisons, peuvent vivre différentes difficultés dans leur vie. Là, en plus, en étant, tu sais, privés d'avoir des contacts avec d'autres personnes qui leur ressemblent, en fait. Donc, il y a eu... en région, on l'a vu dans toutes les régions du Québec, en fait, c'est ça. Donc, de l'isolement, peut-être un petit peu plus de difficultés aussi au niveau psychologique, de la détresse un peu plus
élevé de par le fait que c'est ça, ces personnes-là ne pouvaient plus se rencontrer en personne. Le stress de la pandémie aussi, ça l'ajoutait aussi pour plein de raisons. Une personne trans, exemple, qui était en processus de transition ou en tout cas qui avait entrepris des démarches, bien, tout ça aussi a été ralenti à cause des délais dans le système de santé, etc. Donc, malheureusement, ça a apporté, c'est ça, pour certaines personnes, une plus grande détresse psychologique. Là, on sent qu'on peut recommencer à faire différentes activités. C'est sûr que c'est à la coalition, ce qu'on a eu aussi comme impact, c'est qu'on n'a pas pu faire tout le volet d'éducation justement dans les écoles. Donc, ça aussi, c'est un gros morceau de ce qu'on fait à la coalition. Ça aussi, on peut recommencer à le faire. Donc, on revient en force. À 2 cette année, on a la chance d'être 2 aussi, donc on peut faire 2 fois plus de travail. Oui. Et Zoé, tu m'avais mentionné quand même un point positif par rapport aux personnes trans. Ben oui, effectivement, parce que au niveau du confinement, ce qui a eu une réalité qui s'est fait, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de coming out au niveau des personnes trans. Dû au fait, probablement, justement, de l'isolement. Moi, c'est ce que ça l'a fait. C'est durant l'isolement, en fait, que j'ai vraiment prise conscience là, de ma réalité trans, puis dû au fait que j'étais une femme. Ça m'a permis d'explorer plus, dû au fait que, justement, j'étais isolé. Fait que, en étant moins exposé à d'autres personnes aussi, ça l'a amené, justement, un meilleur regard sur moi-même. Sur ma réalité. Fait que je te dirais, ça, c'est un des côtés qui a été quand même positif. Malheureusement, oui, ça a été positif dû au fait que, oui, ça m'a permis de réaliser que j'étais une femme, mais aussi, comme Juliette disait, l'isolement, ces choses-là, justement, de ne pas pouvoir plus sortir, en fait, de chez moi, puis d'avoir rencontré d'autres personnes, vu que je venais de commencer ma transition. Fait que, tu sais, ça a été difficile là, de prendre des contacts, puis aussi avoir un peu un peu l'appui ou un peu le regard des autres face à nous aussi, de notre image, tu sais, d'avoir juste nous qui se regardent chez moi à la maison, mais d'avoir aussi un peu l'énergie ou le regard des autres personnes face à nous aussi, c'est très important. Fait que de sociabiliser, de rencontrer d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que nous autres, les mêmes réalités, ça a été une grosse lacune due à la pandémie, due à l'isolement. Mais là, heureusement, ça recommence, fait qu'on rencontre de plus en plus de personnes, puis tout ça, puis là, il va faire beau aussi, là, fait que ça va redonner un peu plus d'énergie à tout le monde, puis à la communauté aussi. J'ai aussi envie de t'entendre parler de c'est quoi être trans. C'est quoi ta façon de voir cette réalité-là? Bien, en fait, d'être trans, c'est surtout la perception de la société, en fait. Parce que si on enlève les stéréotypes de genre, moi, je me définis en tant que femme, mais ça ne veut pas dire nécessairement que je vais adopter certains stéréotypes, ces choses-là. Je te dirais, là, j'ai perdu le fil de mon affaire. Prends ton temps. Oui, fait que c'est ça. En fait, juste me redire ta question. Pour, OK. Donc, dans le fond, ce que je veux savoir, c'est ta perception de c'est quoi être trans. OK. Bien, en fait, c'est ça. Comme je disais, c'est au niveau, surtout au niveau du regard de la société. Parce que si je me regarde personnellement, moi, j'ai pas de problème avec qui je suis en tant que femme, ces choses-là. C'est souvent la part puis la perception de la société là, qui vont nous mettre des étiquettes, qui vont nous mettre dans des cases, qui va avoir beaucoup de mythes qui vont se rajouter aussi là-dessus. Donc, pour moi, ce que ça l'englobe, c'est vraiment au niveau de la transition, au niveau de la société, en fait, qui est vraiment le plus difficile. De l'acceptation sociale au travail, à l'école. Fait que je vous dirais, c'est vraiment plus... la perception, c'est pas nécessairement nous qui a une mauvaise perception, c'est plus au niveau de la société. Parce que sinon, nous, on ferait pas de dysphorie si la société nous accepterait ou on aurait moins de stéréotypes de genre, donc il n'y aurait pas de dysphorie de genre. J'aurais pu m'émanciper dès mon plus jeune âge déjà au niveau de la féminité, d'avoir exploré un peu plus les expressions de genre, ces choses-là. Mais dû au fait que à l'époque, un homme c'est quoi? C'est ça, c'est des stéréotypes. Que j'ai construit avec ça. On m'avait dit que j'étais un homme à ma naissance, donc j'ai construit un personnage avec ça, avec des stéréotypes, tout ça, pour dans le fond, être accepté de la société. Puis là, aujourd'hui, je le refais, mais à l'inverse. Pour être encore accepté de la société une autre fois, là, mais avec une perception de moi qui est meilleure, une meilleure image, puis une plus grande confiance en moi aussi, là, face à tout le monde. Puis, là, je suis vraiment plus sur mon X, puis je suis vraiment mieux en ligne avec moi-même. Là. Puis est-ce que vous avez l'impression que la société est plus ouverte qu'elle l'était? Oui? Bien, oui, absolument. C'est sûr que, bon, Zoé, toi, tu l'as pas vécu il y a 30 ans, ces questionnements-là, mais je pense que, oui, on le voit quand on va dans les écoles.
c'est un peu notre baromètre, en fait, là. On voit que les questions, c'est beaucoup respectueux. Les étudiants et étudiantes, ils en connaissent déjà beaucoup quand on amène les termes, les définitions. Ils savent déjà tout ça, t'sais. Parce que, justement, il y a un accès aussi sur les réseaux sociaux, dans les médias. Il y a vraiment de plus en plus une meilleure représentation de ce que c'est. Exemple, une personne trans, une personne lesbienne, justement, on a défait les étiquettes un peu. On a défait les préjugés qui étaient associés aux étiquettes. Les étiquettes sont encore là. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce que bon, ça définit une personne, mais je pense que les préjugés qui étaient attachés à ces étiquettes-là sont moins nombreux. Il y en a encore, puis c'est pour ça qu'on célèbre encore le 17 mai, c'est pour ça qu'il y a encore la coalition existe, c'est pour ça qu'on travaille encore. Mais je pense que oui, il y a une certaine ouverture qui est plus présente. Qu'il y a quelques années quand même. Moi, je le vois aussi si je compare à quand j'étais plus jeune. Je le sens, je le vois dans mon quotidien. Là. Puis quand j'étais jeune, moi aussi, tu sais, c'était très différent. Il y avait gay, lesbienne et hétéro, c'est tout. Puis éventuellement, c'est rajouté la bisexualité. J'ai entendu parler des personnes pansexuelles, des queers. Puis là, justement, le sigle LGBTQIA+, c'est rallongé à chaque fois. Puis je trouve que c'est vraiment une belle avancée pour la communauté LGBTQIA+. Mais pour tout le monde aussi, ça permet d'arrêter justement, d'arrêter de se mettre toujours dans des petites boîtes. C'est ça. Puis de juste être qui on est sans toujours avoir à réfléchir, est-ce que socialement c'est accepté ou non, t'sais. Donc, je pense que pour les personnes, les nouvelles générations, il y a quand même, c'est pas gagné, là, il y a encore, puis je pense qu'au Québec, au Canada, à la limite aussi, c'est très ouvert. Mais c'est sûr que si on va un peu plus au sud, c'est d'autres réalités aussi qu'il ne faut pas oublier puis qu'il faut continuer à militer. Là. Et par contre, une bonne nouvelle, c'est que les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes vont pouvoir donner du plasma cet automne. On l'a appris en mars dernier. Oui. Je voulais avoir l'opinion de la coalition sur ce sujet-là. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai approché à la base. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ben oui. En fait, il était plus que temps que ça arrive parce que, bon, tu sais, je pense qu'encore là, fallait démystifier, décortiquer, tu sais, ce que c'est une relation homosexuelle entre hommes, de ce que peut être aussi une relation hétérosexuelle entre un homme et une femme, tu sais. Je pense que les comportements à risque sont présents chez toutes les personnes qui ont une vie sexuelle active, là, au-delà de l'orientation sexuelle. Donc, je pense que c'était plus que temps, comme je le disais. Il y a une évolution aussi au niveau de l'accessibilité. Au début, c'était carrément interdit. Après ça, il y a eu des tranches. J'avais amené des dates, mais il y avait comme des périodes d'abstinence si les personnes voulaient donner du sang auxquelles ils devaient adhérer. Donc, ces périodes d'abstinence-là ont été réduites d'année en année pour, justement, finalement, que cet automne, les dons de plasma, puis le don de sang quelque part en 2023, là, au printemps 2023, de ce qu'on a entendu. Donc, il fallait vraiment que ça en arrive là pour justement démystifier ce que c'est. Une personne homosexuelle n'a pas nécessairement des comportements sexuels à risque. Donc, il faut décortiquer. Je disais depuis tantôt que je dis décortiquer, mais c'est important. T'sais. Il faut arrêter de stigmatiser ce que c'est une personne homosexuelle, ce que c'est une personne hétérosexuelle et vice-versa. Donc, c'est une très bonne chose. On est super contente, c'est sûr. Et puis, tous les autres organismes aussi qui travaillent à la défense des droits des personnes LGBTQ+, sont super satisfaites. Là. C'est sûr que ça n'aura pas un impact direct en Abitibi-Témiscamingue au début parce qu'on n'a pas de dons de plasma ici. Mais lorsque les dons de sang vont être permis, là, ça va faire une grosse différence. Puis d'ailleurs, on manque de dons de sang ici au Québec et c'est une population entière qui ne pouvait pas donner simplement à cause de son orientation sexuelle. Oui, tout à fait. Donc, c'est quand même une très grande avancée. C'est ça. Puis une orientation sexuelle qui n'implique pas des comportements sexuels à risque. Exactement. C'est ça aussi qu'il faut... c'est un gros morceau, justement. Puis c'est très bien vu, puis... tant mieux. Puis de toute façon, c'est analysé aussi, les réserves de sang et tout ça. C'est tellement poussé maintenant, la façon dont c'est analysé, que moi, je pense que c'est pas du tout inquiétant. Là. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée. Je crois qu'on a abordé tous les sujets qu'on voulait aborder aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, toutes les deux. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci à toi.